President Donald Trump is now weighing in after Republican Representative Marjorie Taylor Greene announced her resignation from Congress Friday night. This comes after a very public fallout with President Trump over the vote to release the Epstein files. The Georgia representative spent 5 years in Congress and was once one of Trump's biggest supporters. The president responded with a post on Truth Social calling her a traitor. Depuis fin décembre, la réponse du Congrès à un mémorandum classifié a bouleversé la routine prévisible des canaux institutionnels. Le 28 décembre, à Washington, 47 membres du Congrès américain, dont 16 représentants du Parti républicain, ont signé et publié un document officiel demandant la démission immédiate du président en exercice. Cette initiative est le résultat d'une réunion à huis clos qui s'est tenue la veille, convoqué en urgence après la diffusion restreinte d'un mémorandum classifié décrivant des ingérences directes dans des opérations militaires sensibles. Selon les législateurs ayant eu accès au document, son contenu suggérait que des décisions tactiques avaient été conditionnées à des manifestations publiques de soutien politique de la part d'officiers des forces armées. La réaction immédiate à la lecture du mémorandum ne s'est pas limitée à l'opposition traditionnelle. Pour la première fois depuis le début du mandat actuel, des parlementaires connus pour leur défense inconditionnelle de la présidence ont commencé à prendre publiquement position en se dissociant de la Maison-Blanche. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Selon des sources législatives liées à la Commission des forces armées, le mémorandum détaille 3 épisodes distincts de retards opérationnels présumés imposés directement par décision présidentielle. Dans chacun d'eux, selon la même source, il y avait des instructions pour que certaines autorisations ne soient accordées qu'après l'engagement d'officiers à participer à des événements publics liés au calendrier électoral. Bien que le contenu intégral du document reste confidentiel, des extraits analysés par des experts suggèrent qu'il y a eu un usage abusif de l'autorité du commandant en chef à des fins de capitalisation politique. Cette interprétation, bien que non consensuelle, a suffi à déclencher une mobilisation législative aux contours institutionnels atypiques. La formalisation de la demande de démission a été accompagnée d'une déclaration publique du président de la Commission des Relations étrangères de la Chambre, un parlementaire républicain ayant un passé militaire, qui a lu le texte intégral de la lettre en séance plénière. Ce geste a été considéré comme symbolique, notamment parce qu'il émanait d'une personne jusqu'alors identifiée comme un défenseur de l'administration actuelle. La déclaration n'a pas été suivie par des déclarations des autres dirigeants des partis de la coalition au pouvoir, ce qui a été interprété comme un signe de prudence face à la gravité de l'accusation. Du côté démocrate, la position adoptée a été celle d'une retenue stratégique, évitant de politiser l'épisode et permettant de rester concentré sur le contenu du document et ses implications formelles. Selon des informations obtenues par des médias spécialisés dans la couverture législative, la décision de rendre la lettre publique a été précédée d'une série d'avis juridiques internes. Des conseillers législatifs spécialisés dans les domaines de la défense et de la constitutionnalité ont été consultés et auraient approuvé la légitimité de l'initiative, arguant que le contenu du mémorandum dépassait les limites acceptables de l'usage discrétionnaire de l'autorité présidentielle. L'argumentation juridique qui sous-tend la demande ne repose pas sur une divergence d'interprétation de la politique de défense, mais sur un éventuel détournement de fonctions à des fins électorales. Au cours des heures qui ont suivi la lecture publique de la lettre, les médias ont commencé à divulguer des détails supplémentaires sur le contexte dans lequel le mémorandum aurait été rédigé. Des rapports parallèles indiquent que les opérations concernées impliquaient des mesures de protection dans des régions instables, ce qui a amplifié la perception du risque associé au retard. Bien que le contenu technique du document n'ait pas été entièrement confirmé, les déclarations publiques des membres du Congrès des 2 partis ont renforcé l'impression que, du moins au sein du pouvoir législatif, la gravité de l'épisode avait dépassé toute marge d'interprétation ambiguë.
Dans ce contexte, des chefs militaires à la retraite, des consultants en sécurité nationale et des centres de recherche sur la gouvernance civile militaire ont commencé à publier des notes et des analyses préliminaires. La convergence de ces déclarations suggère que cet épisode pourrait avoir déclenché non seulement une crise politique, mais aussi un débat institutionnel plus large sur les limites fonctionnelles de l'autorité présidentielle en période de polarisation aiguë. Le geste des parlementaires, bien que sans effet juridique direct, indique que le sujet a dépassé la logique électorale et est désormais interprété comme une question de fonctionnement systémique. Pour ceux qui suivent attentivement les développements institutionnels, des épisodes comme celui-ci exigent une lecture qualifiée, sans raccourci ni promesse de réponse immédiate. C'est dans cet effort continu de contextualisation et de responsabilité que cette chaîne se propose de continuer à contribuer. C'est dans ce contexte que la lecture du mémorandum par les parlementaires des deux partis a commencé à susciter des réactions dans d'autres instances du système. Le ministère de la Défense, consulté de manière informelle par des membres du Congrès, n'a ni confirmé ni démenti l'authenticité du document, mais a indiqué que des révisions internes de routine avaient été engagées. Ce signal a été interprété comme une reconnaissance tacite du sérieux du contenu. L'absence de démenti explicite a contribué à élargir le champ de légitimité institutionnelle de la dénonciation, amenant les commissions du Sénat à envisager des sessions réservées à l'examen des éléments mentionnés dans la lettre de démission. À partir de ce moment, l'épisode a cessé d'être un mouvement isolé de la Chambre et a commencé à impliquer de multiples rouages du système politique et juridique. Parallèlement, des juristes expérimentés en droit constitutionnel et des spécialistes des relations entre civils et militaires ont commencé à discuter, dans des forums universitaires et des éditoriaux qualifiés, des limites juridiques de l'usage présidentiel de l'autorité sur les forces armées. Bien que la Constitution accorde au chef de l'exécutif un large pouvoir de commandement, cette prérogative est subordonnée au principe de la suprématie de l'intérêt national et non à la convenance politique personnelle. L'instrumentalisation des décisions opérationnelles comme monnaie d'échange pour obtenir un soutien électoral, si elle est confirmée, peut représenter non seulement une infraction éthique ou politique, mais aussi un tournant dans l'interprétation jurisprudentielle de la fonction de commandant en chef. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cet épisode a suscité des réactions inhabituelles, même parmi les secteurs traditionnellement opposés aux confrontations institutionnelles directes. L'évolution de l'affaire a également mis en alerte les structures de conseil législatif chargées de surveiller les éventuelles violations de la loi Hatch et d'autres normes régissant l'utilisation des ressources publiques dans le contexte électoral. Selon la confirmation des faits, cet épisode pourrait être qualifié d'utilisation abusive de la machine publique au profit d'une campagne électorale, ce qui ouvrirait la voie à des enquêtes parallèles au sein du ministère de la Justice. Bien qu'il ne se soit pas encore officiellement prononcé, le ministère public est soumis à la pression de groupes de défense de l'intégrité publique qui lui demandent d'envisager l'ouverture d'une enquête préliminaire. Ce type de chevauchement entre les sphères institutionnelles crée un climat de tension diffuse dans lequel aucune autorité ne semble à l'abri de devoir répondre de ses actes. D'un point de vue opérationnel, cet épisode a également déclenché des mécanismes informels de coordination au sein des forces armées. Des officiers de réserve et des membres de conseils stratégiques ont commencé à diffuser des mémos internes appelant à la prudence et réitérant l'importance de la neutralité institutionnelle. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été émise par les commandements en activité, la diffusion d'orientations internes renforçant les principes de la chaîne de commandement et de la non-politisation suggère un mouvement d'autoprotection institutionnelle face à un scénario d'instabilité potentielle. La défense de la séparation fonctionnelle entre les décisions tactiques et les agendas partisans a été réaffirmée lors de réunions techniques et dans des rapports internes, indiquant que la perception du risque institutionnel ne se limite pas au pouvoir législatif. C'est au cours de cette même période que des instituts indépendants ont commencé à publier des sondages d'opinion auprès des militaires en activité et de réserve. Bien qu'encore préliminaires,
Les données suggèrent une baisse de confiance dans la séparation entre le commandement politique et la planification opérationnelle. La perception que des décisions critiques peuvent être conditionnées par des intérêts électoraux suscite des inquiétudes dans des secteurs qui ont historiquement entretenu des liens étroits avec les autorités civiles, mais qui attendent également de la prévisibilité et de la neutralité dans la gestion des ressources de défense. Ce décalage entre les attentes de la base opérationnelle et du commandement politique renforce le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement institutionnel. Le débat s'est également déplacé au sein des partis. Dans le cas du Parti républicain, la signature de la lettre par des parlementaires connus pour leur loyauté envers l'exécutif a créé une fracture interne difficile à réparer. La direction du parti n'a pas encore consolidé une stratégie unique de réponse. Alors que certains prônent une approche prudente, axée sur la critique de la fuite du document, d'autres estiment que le coût du silence pourrait être plus élevé que le risque de rompre avec le discours officiel. L'absence d'un discours cohérent affaiblit la capacité à contenir la crise et expose le parti à un processus de fragmentation progressive. Du côté démocrate, on observe une retenue rhétorique délibérée, les dirigeants cherchant à éviter tout geste pouvant être interprété comme une exploitation politique de l'épisode. L'option choisie est de laisser la crise évoluer comme une impasse interne au gouvernement, préservant ainsi la légitimité institutionnelle des revendications formulées par les membres de la base. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, des entités civiles spécialisées dans le contrôle institutionnel et la transparence ont commencé à agir en tant qu'observateurs qualifiés, demandant l'accès au passage déclassifié du mémorandum et produisant des analyses techniques visant à estimer le degré d'impact des décisions rapportées sur la chaîne de commandement et sur la préparation opérationnelle. Certains de ces rapports préliminaires indiquent déjà que même dans les cas où les retards ont été rattrapés en temps utile, le simple fait de subordonner les autorisations à la manifestation d'une loyauté publique introduit un précédent qui met à mal les cadres réglementaires en vigueur. Au milieu de la multiplication des voix institutionnelles qui reconnaissent la gravité de l'épisode, le rôle de la presse spécialisée a pris une nouvelle importance. Les grands médias ont commencé à consacrer des éditoriaux à l'analyse de l'affaire, soulignant que le cœur du problème ne réside pas dans la dispute partisane, mais dans la nécessité de rééquilibrer la relation entre le pouvoir politique et les structures de l'État. Le discours dominant dans la couverture médiatique évite les adjectifs et se concentre sur la description technique des risques encourus, ce qui renforce la crédibilité de la couverture et maintient l'accent sur les éléments vérifiables de la dénonciation. Le degré de convergence institutionnelle observé jusqu'à présent suggère que l'épisode ne sera pas rapidement absorbé par le cycle de l'actualité. La somme des manifestations publiques, des consultations internes et des mouvements prudents dans différents domaines indique un effort coordonné, même s'il n'est pas déclaré, de réponse institutionnelle. Cette convergence des réactions, encore à un stade précoce, permet d'affirmer que nous sommes face à un épisode dont les effets tendent à se prolonger bien au-delà du domaine immédiat de la politique électorale. Pour ceux qui suivent attentivement les flux et les contrepoids du système démocratique, il devient de plus en plus important d'observer non seulement les développements formels de l'affaire, mais aussi les signes subtils de repositionnement institutionnel qu'elle provoque. C'est précisément ce type d'analyse continue qui fonde le travail de cette chaîne, qui s'engage à offrir du contexte et non du bruit. Il existe des interprétations divergentes quant à la portée juridique et politique du mémorandum divulgué. Certains spécialistes en droit public affirment que, même si les ordres provenaient directement du chef de l'exécutif, il faudrait démontrer de manière incontestable l'intention d'obtenir un avantage électoral pour que cela relève des normes de responsabilité administrative. D'autre part, des juristes, dont d'anciens membres du ministère de la Justice, font valoir que le simple fait de subordonner des décisions opérationnelles à des objectifs étrangers à la mission institutionnelle constitue déjà un détournement de finalité passible de sanctions. Ainsi, le débat porte moins sur l'exécution des actes que sur la motivation sous-jacente et le lien entre les ordres donnés et les intérêts politiques immédiats.
Les controverses de cette nature ne sont pas rares lorsque les fonctions exécutives et les intérêts électoraux se chevauchent. La particularité de cet épisode réside dans l'importance des acteurs impliqués dans la dénonciation et dans l'absence de mécanismes internes de contention immédiate. Le fait que des parlementaires historiquement proches du président prennent la tête de la contestation confère une légitimité à l'épisode, rendant difficile de le réduire à un simple affrontement rhétorique entre partis. Dans le même temps, cela augmente la complexité de la gestion, car cela empêche le discours officiel d'attribuer les critiques uniquement à des motivations oppositionnelles. L'impact institutionnel reste encore incertain. Certains analystes suggèrent que cet épisode pourrait redéfinir les paramètres des limites du poste de commandant en chef pendant les périodes de campagne électorale. La possibilité d'une révision judiciaire de l'étendue de l'autorité présidentielle en matière militaire, bien que considérée comme éloignée, a commencé à être débattue dans les cercles universitaires. D'autres experts adoptent une position plus prudente, soulignant que les précédents de ce type ont tendance à avoir des effets symboliques plutôt que normatifs. Quelle que soit l'issue, cet épisode semble déjà avoir affecté la perception publique de la neutralité des structures de commandement, en particulier parmi les secteurs qui accordent traditionnellement une grande confiance aux institutions militaires. La réaction initiale du président à la divulgation du mémorandum a également attiré l'attention. En répondant par des attaques personnelles contre les signataires sans clarifier techniquement le contenu, l'exécutif a renforcé l'impression que la question dépasse le simple niveau narratif. Les experts en communication politique soulignent que dans des contextes à forte densité institutionnelle, le silence stratégique ou les réponses défensives visant à délégitimer les interlocuteurs ont tendance à amplifier la perception de gravité. Cette interprétation a été renforcée par les médias qui ont souligné l'absence d'éléments objectifs capables de contester ou de relativiser le contenu technique du document divulgué. Pendant ce temps, les parlementaires qui étaient initialement restés neutres ont adopté des positions plus prudentes. Des demandes de sessions internes supplémentaires ont été enregistrées dans le but de réévaluer les documents et les avis connexes. La réouverture de ces espaces peut être interprétée à la fois comme une mesure de prudence et comme une stratégie visant à gagner du temps dans un contexte politique instable. La dynamique indique que la situation reste susceptible d'évoluer à mesure que de nouvelles informations sont rendues publiques ou que les pressions internes s'intensifient. La légitimité de la fuite a également été mise en avant. Des avocats liés à l'exécutif évoquent la possibilité de porter l'affaire devant les tribunaux, alléguant une violation des protocoles de sécurité nationale. Cette stratégie se heurte toutefois à la résistance des juristes qui défendent la fonction sociale de la transparence face aux risques institutionnels. La controverse sur l'origine de la fuite crée une couche supplémentaire de litige qui, bien qu'elle ne clarifie pas directement le bien-fondé de la plainte, amplifie l'instabilité institutionnelle autour de l'affaire. Le système institutionnel américain, bien que consolidé, n'est pas à l'abri d'ambiguïtés interprétatives. L'impasse actuelle montre que même dans les démocraties matures, les mécanismes de frein et contrepoids dépendent de la volonté active des acteurs à assumer leurs responsabilités. L'initiative des 47 parlementaires, qui n'a pas encore d'effet juridique contraignant, sert d'avertissement. Elle réaffirme le rôle du pouvoir législatif en tant que gardien des limites du pouvoir exécutif, même si cela implique de mettre à rude épreuve les alliances partisanes et de prendre des risques politiques individuels. En fonction de l'évolution de l'affaire, de nouvelles commissions pourraient être créées pour déterminer l'étendue des actions rapportées. La Chambre envisage de demander des témoignages sous le sceau du secret et de solliciter la déclassification partielle de certains passages du document afin de permettre un examen public. Si elles sont adoptées, ces mesures pourraient apporter un nouvel éclairage sur la pratique décrite et ses effets sur la chaîne de commandement. Pour l'instant, on observe une combinaison de silence stratégique, de réponses fragmentées et de réarticulation des alliances institutionnelles à la recherche d'un équilibre. Les analystes proches du noyau juridique du Congrès affirment que les éventuelles conséquences formelles dépendront davantage de la capacité interne des institutions à traiter,
absorber et réagir de manière proportionnée que de la pression externe. Cette approche reflète la logique du système américain, qui privilégie les solutions internes et s'appuie sur la résilience de ses propres mécanismes. Néanmoins, la question reste de savoir si ce modèle sera suffisant pour faire face à un épisode qui remet en cause non seulement la conduite présidentielle, mais aussi la structure de l'autorité civile sur les questions militaires. En résumé, l'enjeu dépasse le cadre d'un simple différend ponctuel sur des pratiques discutables. Il s'agit d'un débat plus large sur les limites du pouvoir présidentiel, la loyauté partisane et la durabilité des frontières entre l'intérêt public et la convenance électorale. L'issue institutionnelle, juridique et politique est encore incertaine. Mais il est déjà évident que le système a été mis à l'épreuve et que les prochains mouvements seront observés attentivement par les acteurs internes et externes. Sur cette chaîne, nous continuons à suivre les cycles institutionnels qui ne se résolvent pas en gros titres, mais en processus complexes. Nous continuerons à analyser chaque étape avec clarté et responsabilité, en offrant un espace de suivi qualifié, sans raccourci ni pression rhétorique.